Oui. Mais ils sont combien? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que le président parle au peuple. Il ne peut pas. Pourquoi? Il est introuvable. Comment ça? Mais ça fait 24 heures qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Mais qui va parler? Moi je sais. Vas-y. Lady First. C'est elle qui va parler. Elle va détourner l'actualité en parlant d'autre chose. Je viens d'avoir son chef de cabinet. Elle est en vacances au palais d'été. Oh, on n'aurait jamais le temps d'y envoyer une équipe de télévision. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je connais quelqu'un qui peut faire l'affaire. Bienvenue, mademoiselle, dans le palais d'été présidentiel. On a dû vous le dire, vu les derniers événements, il était urgent de faire entendre la voix de la première dame. Les journalistes accrédités par le palais se trouvant tous actuellement à la capitale, c'est vous qui devez faire l'interview. J'avais l'impression de la connaître. Elle était belle, fraîche comme un jasmin des montagnes. Ces fleurs, symbole de la Révolution. Je connais la sagesse des gens d'ici, de cette région maudite, de cette terre qui a bu beaucoup de sang, ce territoire arrosé du sang des innocents depuis toujours. C'est cette malédiction que je vois dans les yeux des enfants d'ici. Ils ont tous ce regard grave d'adultes dans le delta. Les enfants naissent avec des yeux tristes, en Mésopotamie. Ce regard qui sait, elle l'avait elle aussi, ce jasmin des montagnes, cette Yasmine. Elle avait ça, exactement ça, dans son regard. Une tristesse d'enfant que je connaissais bien. C'était comme si j'avais bien connu, très bien connu ce regard. Mademoiselle. Oui. On se connaît. Pardon. On s'est déjà vu quelque part. Non, je ne crois pas. Enfin, je veux dire non, c'est impossible. Bien. Nous ne voulons pas que Madame perde son sang-froid. On ne lui a donc pas parlé des derniers événements. Elle ne sait rien. Rien? Rien. Nous devons la protéger, c'est notre rôle, vous comprenez? Je comprends. On lui a seulement dit qu'il y avait eu quelques petits attroupements cet après-midi et que, vu son charisme et son aura auprès du peuple, le Conseil des ministres a décidé qu'elle passerait à la télévision et qu'elle ouvrirait les portes du palais aux téléspectateurs. Mes chers compatriotes, je suis ravie de vous recevoir dans ce palais d'été présidentiel dont, c'est vrai, je n'ouvre pas souvent les portes à la presse. Depuis l'Antiquité, ses remparts et fortifications ont protégé les gouverneurs des invasions barbares. Je vais aussi, pour la première fois, vous parler de moi, de notre couple, de notre vie de famille. D'ailleurs, si ordinaire, si simple, je dirais même modeste, au quotidien. Une vie qui ressemble à celle de millions de femmes. Moi aussi, exactement comme vous toutes, je m'occupe de l'éducation de mes enfants, de la tenue de ma maison. Je choisis mes légumes au marché, je fais la cuisine. Je me dis le matin devant ma garde-robe, « Oh, mais j'ai rien à mettre !» La seule différence entre vous et moi, ce sont les combats que nous menons avec mon mari. Oui, donc voilà, oui. Alors, après une petite page de publicité, j'aurai mon invité, la première dame de notre pays, qui nous a fait un grand honneur en acceptant de répondre à nos questions. Nous parlerons de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur notre First Lady. Nous aborderons des thèmes graves, avec son style inimitable, non dépourvu d'humour, surtout. Restez avec vous. Ah non, avec nous! Surtout restez avec nous! C'est une catastrophe, cette journaliste. Qui est-ce qui nous a collé cette fille? Je Et moi? Ça allait le ton? C'était parfait. C'était pas un peu trop, le côté je suis tellement modeste que j'achète mes tomates moi-même? Non, c'était très bien. Mais à l'avenir, essayez de ne pas trop improviser.
Regardez, vous avez tout sur le prompteur, ça vient tout droit du ministère. Désolé, mais faut égayer ces textes mornes écrits par des énarques. Le peuple a toujours aimé mon côté spontané. Sans vouloir paraître impertinente, j'étais un peu vexée quand vous avez dit que vous n'aviez rien à vous mettre. Oh, elle est vexée. T'inquiète pas, ma gazelle, je vais mettre en valeur tout ton talent quand on parlera de mon look. Mademoiselle. Oui, madame. Notez cela. On va parler du formidable travail de ma styliste. Les gazelles, si gracieuses, avec de longues jambes. Ce sont de grandes amoureuses, mais si on les attaque, elles deviennent tout de suite agressives et violentes, tout comme moi, capables de donner un gros coup dans les couilles de machos hypocrites, ceux qui cassent du PD le jour alors qu'ils couchent avec des travestis la nuit. Et combatives donc, les gazelles. Oui, sans toutes ces qualités, on ne survit pas en Mésopotamie. Les trans n'ont même pas de pièce d'identité dans ce pays. On n'existe pas, nous. J'ai décidé de me voiler. Il m'aidait, ce voile, à devenir invisible. Grâce au niqab, on est invisible dans la rue. Et croyez-moi, c'est un luxe dans ce pays d'homophobes. C'est madame qui m'a rendu visible, qui m'a enlevé le voile quand je suis devenu sa styliste. J'étais en sécurité à ses côtés. Je l'aimais. Elle m'aimait aussi. Elle traitait ses femmes de chambre et ses valets comme des esclaves, avec beaucoup de mépris. Mais moi, j'étais différente. J'étais son artiste, sa créatrice. J'étais sa petite gazelle. Commençons par votre rencontre avec le président. Dès que nous nous sommes vus, nous avons immédiatement commencé à parler des souffrances de notre peuple. Elle avait 20 ans. Des solutions à proposer, de la démocratie participative. Une ambition que l'on devinait tout de suite. Pour ne pas ressembler au sien, à sa mère, à sa sœur de cœur, son amie d'enfance, celle dont il a fallu se débarrasser. Vous savez, ma mère m'a inculqué des valeurs un peu démodées, certes. Sa mère, elle travaillait dans un des cabarets du port. À 70 ans, elle portait encore des barésies, la pauvre. Mais très solide. Depuis sa plus tendre enfance, elle lui disait « Si tu veux pas finir comme moi, ma fille, trouve-toi un homme riche. » C'est ce que Ishtar a fait. Madame, il faut que vous sachiez, la petite manifestation des jeunes est en train de tourner vinaigre. Quelle manifestation? Un rassemblement spontané qui a commencé avant-hier. Au début, ils étaient 400, 2 000 hier matin, 30 000 ce matin, et ce soir, ils sont 200 000 à manifester dans tout le pays. Ils ont donc réussi. Qui ça? Rien. Mademoiselle, Oui, madame. on se connaît. Pardon? Vous et moi, on s'est déjà vus. J'ai eu tellement peur quand elle m'a regardée comme ça. Quand elle m'a demandé si nous nous connaissions. D'un moment à l'autre, elle va me dire que je suis le portrait craché de ma mère. Et puis, on a commencé à entendre la voix de la rue. Je n'y avais pas cru quand mon frère m'avait téléphoné la veille et m'avait dit « Tu vas voir, la fin est proche ». Général, je vous en prie, vous êtes mon dernier espoir. J'ai le regret de vous annoncer que notre armée n'est plus en mesure de vous protéger. Vous n'arrivez pas à vous battre contre la racaille qui a 3 kalachnikovs bulgares. Vos ex-amis français leur ont vendu exactement les mêmes armes qu'ils nous avaient vendues l'année dernière. Qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, personnellement, je pars en Amérique latine. En revanche, je peux vous envoyer un hélicoptère. L'hélico que le général nous avait promis, il vient par ici. Ils vont nous sauver. Qu'est-ce que c'est? Les hommes entrent dans le zoo. Ils ouvrent les cages. Les fauves sont comme enragés. Ils avancent vers la porte principale du palais. Et tous ces lions qui courent foudrage. Tout ça a des airs d'apocalypse. Madame, montez. Madame, monte. Montez. Montez, madame, montez vite. Madame. Madame. Vous êtes folle! Je ne vous laisserai pas sortir de ce palais. Si vous faites ça, vous mourrez ici avec moi. Lâchez-moi! Non, je ne vous lâcherai pas. Collaborez, je vous dis! Regardez-moi, Ishtar. Nous pourrons partir toutes les deux! Non, vous allez m'écouter. Nous n'avons pas le temps! Vous m'avez demandé si nous nous connaissions tout à l'heure. Vous êtes devenue complètement folle, ma pauvre fille! Regardez-moi.
Le jour de l'enterrement de mes parents, je me souviens. En sortant du cimetière, il y avait votre photo sur un mur Richard, 10 mètres sur 4. Vous étiez belle. Tu es sa fille. J'ai ses yeux, non? Ma mère me racontait comme vous vous aimiez enfant. Elle disait que vous étiez sa sœur de cœur. J'aimais bien sa sœur de cœur comme frère de sang, sœur de cœur, c'est joli. Elle me parlait des petites filles que vous étiez inséparables. Elle me montrait votre photo dans la presse, sur les affiches, dans la rue. Elle me disait qu'elle ne comprenait pas que vous soyez devenu ce que vous êtes. Qu'est-ce que j'avais comme choix? Rester dans mon quartier pauvre? Ou mettre ma vie en danger chaque jour comme ta mère, en vain, pour rien? Pour ces fauves enragés? Pour le peuple! Arrêtons cette discussion absurde. Et partons, Yasmine. Yasmine, tu goûteras la plus douloureuse des désillusions, tu verras. Quand ils cracheront sur ma dépouille, d'autres débarqueront dans ce palais. Et ceux-là seront autrement plus redoutables que moi. Mes chers compatriotes, il va falloir être forts. C'est dans un bain de sang qu'ils vous dresseront les nouveaux dompteurs. Et vous n'aurez nulle part où aller quand l'horreur sera là. L'Occident fermera les yeux et s'arrangera avec eux. Certains s'en accommoderont. D'autres regretteront notre ex-petite tyrannie artisanale et familiale. Mais ça sera trop tard. Et dans quelques années, vous sacrifierez de nouveaux enfants pour que le monde change à nouveau. Venez maintenant me dévorer, puisque vous l'avez décidé ainsi. Non, je voulais pas qu'elle meure comme ça. Je voulais que les tyrans soient jugés ici, dans leur propre pays, par des juges honnêtes. Non, je ne voulais pas qu'elle soit dévorée par des fauves enragés. Je ne voulais pas que reste un sentiment d'injustice. Pour que ça ne recommence pas. Pour que ça ne recommence pas. Pour que ça ne recommence pas.